Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ordre maximal d'une permutation. Alors, si le titre ne vous dit rien qui vaille, ne vous inquiétez pas, ça sera absolument pas technique, ça sera assez simple et vous n'avez pas du tout besoin d'avoir étudié les permutations pour comprendre de quoi il s'agit. À vrai dire, c'est même enfantin et d'ailleurs, j'ai pris euh, une petite histoire pour introduire ce type de problème. Donc, on imagine une petite fille qui s'appelle Sophie et qui a 7 livres dans sa bibliothèque sur une étagère. Et elle aime bien classer les choses, et sauf qu'elle n'arrive pas à se décider de savoir quel est l'ordre dans lequel elle va classer ses livres. Donc, elle a décidé de changer l'ordre tous les jours. Et comme c'est compliqué de se souvenir dans quel ordre on les a mis la veille, l'avant-veille, etc., la méthode la plus simple, bah, c'est d'utiliser la même technique tous les matins pour changer la disposition de ses livres. Alors, le plus simple, c'est ce que va faire Sophie, c'est le lundi, mettons qu'il soit dans une certaine position, qu'on va noter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh bien, le mardi, elle va prendre le livre qui était en dernière position, en septième, le mettre en premier et décaler tous les livres. Bon, c'est ce qui s'appelle une permutation circulaire. Et elle recommence, donc le mercredi, le sixième va en premier et tous les livres sont décalés et ainsi de suite. Alors évidemment, au bout de 7 jours, le lundi suivant, elle va retrouver la même disposition que le premier jour. Elle aura donc exploré 7 possibilités en tout, parmi toutes les possibilités d'ordonner ces 7 livres, horizontalement sur l'étagère. Alors, combien a-t-il d'ailleurs, au fait, au passage, de possibilités pour ordonner ces 7 livres sur l'étagère? Alors, si vous avez jamais réfléchi à ce genre de questions, je vous invite à mettre la vidéo en pause et on se retrouve dans quelques instants. Voilà de retour, ou alors vous connaissez bien la réponse et vous n'avez même pas eu besoin de mettre la vidéo en pause. Effectivement, c'est assez simple. On va compter ensemble. Donc, il y a 7 possibilités pour placer le livre dans un des 7 emplacements, mettons. Puis le premier livre, puis le deuxième, il reste plus que 6 emplacements de livres. Ça fait donc 7 fois 6 possibilités. Le troisième, il reste 5 emplacements, et ainsi de suite. Et on obtient le nombre 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, qu'on note 7 avec un point d'exclamation qui se lit factoriel 7 ou 7 factoriel équivaut 5040. Il y a donc 5040 façons d'ordonner ces 7 livres. C'est beaucoup, et Sophie n'en a exploré que 7. Alors, là, je vous invite maintenant à réfléchir à la question de savoir si c'est possible d'améliorer sa technique, c'est-à-dire de trouver une technique qui sera la même tous les matins et qu'on va itérer comme ça le lendemain et le surlendemain et ainsi de suite. Et on voudrait une période plus longue avant de revenir sur la disposition de départ. Pas seulement pas, on voudrait que ce soit plus long que 7 jours, qu'on explore plus que 7 dispositions différentes avec toujours la même technique à appliquer tous les matins. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause pour réfléchir et on se retrouve dans quelques instants pour la réponse. Alors pour répondre à la question, on va faire un tout petit peu de théorie, mais je vous rassure, ça va être très simple, c'est surtout des notations. Alors, ce qu'on appelle une permutation, hein, c'est une certaine façon d'ordonner des nombres. Par exemple, ici, on a 7 nombres, donc une façon d'ordonner ces 7 nombres, c'est une permutation, et on a vu qu'il y avait 5040 permutations des nombres de 1 à 7. Alors, ça peut se noter de la façon suivante. Par exemple, la permutation que Sophie a utilisée en premier, c'est d'envoyer le livre qui était en première place sur la deuxième place, ce qui était en deuxième place sur la troisième place, la troisième sur la quatrième, et ainsi de suite, et la septième sur la première. Mais on peut imaginer, bien sûr, beaucoup d'autres façons, puisqu'elle a plus de 5000. Voilà, en voilà une autre. Alors, je les ai notées par les lettres grecques. On aime bien en mathématiques noter les choses avec des lettres grecques. Donc, sigma pour Sophie. Et voilà une autre permutation que je vais appeler phi, qui envoie le premier livre, enfin le livre qui est en position numéro 1, il reste à sa place. Celui qui est en position numéro 2 va sur 3, et ainsi de suite. Voilà, et il y a comme ça beaucoup de permutations, puisqu'on a vu qu'il y en avait 5040. Alors, c'est pas très pratique de noter ça de cette façon-là, où on va indiquer à chaque fois le numéro vers quel numéro on l'envoie. Il y a une façon un petit peu plus simple qui va nous aider à résoudre notre problème. Alors, c'est un peu graphique, c'est assez simple à comprendre et à visualiser. Donc, il suffit de suivre ce que fait un livre, hein. Donc, ici, un numéro. Le numéro 1 va sur le numéro 2, mais le numéro 2, lui, va sur le 3 va sur le 4, et ainsi de suite, et le 7 va sur le 1. Donc ça, c'est ce qu'on appelle ici une permutation circulaire ou un cycle. Et là, c'est un cycle de longueur 7. Ça, c'est la permutation sigma que Sophie a utilisée. Maintenant, la permutation phi, elle,
qu'on voit, c'est que le 1, il reste à sa place. Donc c'est ce qui s'appelle un point fixe et on va même pas le noter. Le 2, il va sur le 3, il va sur le 5, et le 5, vous voyez, il retourne sur le 2, donc ça fait un petit cycle de longueur 3, comme ça, 2, 3, 5, et à nouveau 2. Et puis, il y a un autre cycle de longueur 3, 4 va sur 7, qui va sur 6, qui revient sur 4. Et puis, il y a un autre, non, c'est tout, voilà, il y a un point fixe et deux cycles de longueur 3. Donc la permutation phi est ce qu'on appelle le produit de deux cycles de longueur 3. Donc si on note ce cycle alpha et ce cycle bêta, on peut dire que phi c'est alpha multiplié, on pourrait dire en fait c'est composé, alpha multiplié ou composé par bêta. C'est-à-dire qu'on peut faire d'abord cette permutation-là sans toucher à rien du tout, puis on fait cette permutation-là. Ou on peut le faire dans l'autre sens. Ici, ça va marcher dans les deux sens. Voilà. Alors maintenant, vous avez compris que n'importe quelle permutation peut se décomposer comme ceci en produit de cycles. On dit des cycles à support disjoint parce qu'ils vont avoir ici les chiffres qui sont dans le cycle ici, et ceux-là, ils sont bien sûr différents. Aucun n'appartient à deux cycles. Alors, je peux appliquer mes permutations plusieurs fois. Et c'est ce que fait Sophie, par exemple, puisqu'elle va appliquer la permutation sigma, et puis le lendemain, elle va l'appliquer encore au résultat qu'elle avait obtenu. C'est-à-dire que si on suit ce qu'elle a fait du premier jour, du lundi euh, au mercredi, et bien entre le lundi et le mercredi, le livre numéro 1, qui était en première position, est passé en troisième position, le livre numéro 2 est passé en quatrième position, etc. Donc si on suit l'ordre des choses, donc le premier livre est passé en troisième, le troisième en cinquième, le cinquième en septième, etc. Et là, on obtient la permutation qu'on peut noter sigma carré, qui consiste à faire sigma et encore sigma. C'est le produit de sigma par lui-même. Et la question qu'on se pose, c'est quand est-ce qu'on revient au point de départ, c'est-à-dire ici, eh bien, on voit qu'en cette opération, donc si on fait sigma 7 fois de suite, sigma puissance 7, ça donne l'identité, ce qu'on note id, c'est-à-dire la permutation qui laisse tout le monde à sa place, 1 sur 1, 2 sur 2, etc. On dit que sigma est une permutation d'ordre 7, c'est-à-dire qu'il faut la plus petite puissance non nulle, à laquelle il faut mettre sigma pour revenir sur l'identité, c'est-à-dire une permutation qui fixe tout le monde, qui laisse tout le monde à sa place, c'est 7. Donc c'est bien ce qu'on avait remarqué, la permutation de Sophie, et elle revient au bout de 7 opérations à l'identité. Et phi, quel est l'ordre de phi? Bien, on voit, c'est assez simple. 1, il est fixe. Et 2, ben, si on le fait 3 fois, si on applique phi 3 fois, 2 va revenir sur 2, mais 3 va revenir sur 3, etc. Donc on voit que comme phi est composé de deux cycles de longueur 3, son ordre, eh bien, c'est 3 également. Donc maintenant que vous avez cette petite notion-là, cette petite terminologie-là, vous pouvez réfléchir à nouveau à la question de Sophie, si vous n'avez pas réussi à y répondre pour la première fois. C'est quelle est la permutation qui va avoir l'ordre le plus grand finalement? C'est ça la question qu'on se pose. C'est la période la plus grande à partir de laquelle on va revenir à l'identité, c'est-à-dire la puissance la plus grande possible pour qu'une permutation revienne à l'identité. Je ne suis pas forcément très bien exprimé, donc je vais reprendre. En fait, ce qu'on cherche, c'est l'ordre maximal d'une permutation ici de cet objet. Alors, vous avez peut-être compris qu'il s'agit que c'était 12. Donc, comment on peut faire pour avoir une permutation d'ordre 12 ici? Eh bien, il suffit de faire un cycle d'ordre 3, par exemple, comme celui-ci, et un cycle d'ordre 4. Donc ici, on pourrait insérer le livre numéro 1, par exemple, et faire la permutation 4 va sur 7, qui va sur 6, qui va sur 1, qui revient sur 4. On aurait donc un cycle de longueur 4 et un cycle de longueur 3, et il faudrait attendre 12 jours pour que la permutation phi à la puissance 12, on revienne sur l'identité. Pourquoi 12? Eh bien, c'est assez simple à comprendre, c'est parce que c'est le PPCM des longueurs des cycles. Les cycles qui composent une permutation, on les appelle les orbites. Donc voilà un petit théorème assez simple à comprendre. L'ordre d'une permutation, c'est le PPCM des longueurs de ces orbites. Et on peut maintenant essayer de se poser la question en général, si je prends un entier n, je vais noter Sn, l'ensemble des permutations des nombres de 1 à n,
On a vu qu'il y avait factoriel n éléments dans cet ensemble, qu'on appelle le groupe des permutations, et on peut se demander quel est l'ordre maximal des éléments de Sn. C'est-à-dire, finalement, quel est le maximum des ppcm des longueurs des orbites. Et les longueurs des orbites, c'est des nombres entiers dont la somme est égale à n. Alors les points fixes, c'est les orbites de longueur 1. Et donc, en fait, ça revient au même de se poser la question de l'ordre maximal des éléments de Sn et de savoir quel est le maximum des ppcm des entiers dont la somme est égale à n. Donc, c'est des décompositions de l'entier n en ce qu'on appelle une partition, c'est-à-dire une somme d'entiers qui vaut n. Donc, par exemple, si je prends n égale 7, une partition de 7, ça pourrait être 1 plus 1 plus 1 plus 1 7 fois. Alors, ça, c'est pas très intéressant, parce que ppcm, c'est 1. Et donc, c'est évidemment pas le maximum. Et je pourrais prendre la permutation de Sophie, qui est 7 égale 7. Il y a une seule orbite, ou celle qu'on avait vue tout à l'heure, donc qui fait le maximum, c'est 3 plus 4 égale 7, et le ppcm de 3 et 4, c'est 12, et effectivement, c'est le maximum qu'on puisse faire, avec n égale 7. Alors, cette fonction qu'on note g, vous voyez, qui a un entier n, associe l'ordre maximal des éléments de Sn, s'appelle la fonction de Landau. Alors, il ne s'agit pas de Lev Landau, le physicien, mais d'un mathématicien allemand du début du XXe siècle. Et eh bien, il n'y a pas de méthode pour calculer, pas de, disons, de formule, il y a une méthode, hein, bien sûr, mais il n'y a pas de formule pour calculer une formule qui donnerait explicitement g de n en fonction de n. Donc on est contraint de calculer à la main, si vous voulez, pour chaque valeur de n. Alors on retrouve ici, par exemple, si n est là, ça commence à 0. Donc c'est une suite, alors qui est une suite d'entiers, qui donne ici pour n égale 0, g de 0, g de 1, g de 2. Alors si vous avez seulement deux objets, ben, c'est assez facile de voir que le maximum, l'ordre maximal d'une permutation de deux objets, ben, c'est 2. De trois objets, c'est 3, et ainsi de suite, 4, 5, 6. 7 objets, on retrouve notre 12 qu'on avait calculé. Et si vous prenez 8 objets, ben, vous pouvez réfléchir, voir que le ppcm le plus grand que vous pouvez faire avec des nombres entiers dont la somme vaut 8, eh bien, c'est 15. Et alors, on essaye de comprendre là cette suite, on la regarde un petit peu et on discerne pas grand-chose de cohérent, effectivement. Ça semble assez aléatoire, ces résultats, et il n'y a effectivement pas de formule pour calculer ça en fonction de n. On n'avait pas de formule, mais on connaît quand même un certain nombre de choses sur cette fonction de Landau. D'abord, c'est assez facile de la majorer. Alors, on peut montrer que g de n est plus petit que e puissance n sur e. Alors, si vous n'avez pas fait les exponentielles, encore, vous ne savez pas ce que c'est que e, sachez que c'est juste un nombre compris entre 2 et 3. Hein. Donc, g de n va pas grandir plus vite certaine puissance de ce nombre. Mais en fait, c'est pas une borne excellente. Hein. En fait, g de n en général est beaucoup plus petit que ça. Alors ça, c'est quand je dis c'est assez facile, vous pouvez le démontrer. Par exemple, si vous êtes en prépa, vous pouvez démontrer ça. Le ppcm des nombres n1, nk, bah, c'est toujours plus petit que le produit de ces nombres. Et donc, vous êtes ramené à essayer de savoir quel est quel est le produit maximal euh, quel est le maximum le produit maximum qu'on peut obtenir en décomposant un nombre entier comme ça, en partitions d'entiers. Alors après, c'est beaucoup plus difficile. Il y a d'autres résultats qui sont connus. On a un équivalent. Alors là, bon, si vous connaissez pas du tout ces choses-là, ben, prenez ça comme de la poésie. On va passer à des choses plus simples tout à l'heure. Donc, beaucoup plus difficile. On peut montrer que le logarithme de cette fonction de Landau, g de n, est équivalent à l'infini à racine de n log n. Donc ça, c'est Landau lui-même qui l'a démontré en 1902. Et alors, encore bien plus difficile, parce qu'on ne sait même pas si c'est vrai, c'est une conjecture. On conjecture que log de n est toujours strictement plus petit que la racine de li-1. Alors, li, c'est le logarithme intégral, et ça, c'est la réciproque l'inverse du logarithme intégral. Donc, pour n grand. Alors, est-ce que c'est vrai, ça? On ne sait pas. En tout cas, cette majoration-là est équivalente à l'hypothèse de Riemann. Donc, je trouve ça assez saisissant qu'une question finalement très simple, hein, qu'un enfant peut se poser,
savoir quel est le nombre maximum de dispositions qu'on peut obtenir en appliquant toujours la même méthode avec n livres, comme ça, sur une étagère, eh bien, cette majoration-là, qu'on conjecture, eh bien, elle est équivalente à l'hypothèse de Riemann, qui est certainement la conjecture la plus importante des mathématiques. Bon, vous voyez qu'on arrive très rapidement à des choses assez profondes avec cette fonction de Landau. Alors, on va revenir à maintenant quelque chose de bien plus simple. On va s'intéresser à une permutation particulière que les magiciens, les prestidigitateurs connaissent bien, et les croupiers également, puisqu'il s'agit de mélanger les cartes en mitraillettes. Donc, vous voyez, vous prenez un paquet de cartes, vous le divisez en deux. Donc, par exemple, si vous avez 32 cartes, vous faites deux paquets de 16, vous coupez exactement à la moitié, et vous insérez comme ça. Je ne vais pas me donner le ridicule de le faire, je ne sais pas du tout bien le faire, donc je mime le geste. Hop, vous avez inséré le deuxième paquet dans le premier. Donc si une carte était numérotée de 1 à 32, après cette opération, qu'on appelle le mélange de Faro, euh, vous allez obtenir l'ordre suivant. Donc la carte qui était en numéro 1 va passer en numéro 2, parce que alors, il y a deux façons de le faire, mais je vais prendre la façon où le paquet d'en dessous, vous le remettez au-dessus, et la première carte du paquet d'en dessous va passer en premier. Donc la carte qui était numéro 17 va passer en premier. La première carte va être en deuxième, la carte numéro 18 va être en troisième, et ainsi de suite. Donc c'est le mélange de Faro. Alors si vous êtes extrêmement habile, vous pouvez le faire comme ça, plusieurs fois, et au bout d'un certain temps, vous allez revenir à la position parfaitement la même que celle que vous aviez au départ de votre jeu de cartes. Évidemment, il faut être bien entraîné. Donc la question est combien de fois? Combien de fois je dois faire mon mélange en mitraillette parfait, mélange de Faro, pour revenir à l'ordre initial? Alors, donc, on va essayer les techniques qu'on a vues précédemment. Donc, cette permutation, là, je vais essayer de la noter autrement. Déjà, avec la première notation qu'on a vue, donc la carte qui était numéro 1, vous voyez qu'elle est passée en numéro 2. La carte qui était en numéro 2, elle est passée en numéro 4, etc. Donc, vous voyez, toutes les cartes qui étaient entre 1 et 16, leur rang a été doublé. 1 va sur 2, 2 va sur 4, 3 va sur 6, etc. Et 16 va aller sur 32. Et à partir de la deuxième partie du paquet, donc 17, ça change. 17, lui, va en premier, 18 va en troisième, etc. Et la dernière carte va en 31e position. Alors, ça peut être amusant comme problème de se demander quel est l'ordre de cette permutation. Alors, je vais vous laisser mettre sur pause et essayer de décomposer ça en produit de cycle et de voir quel est l'ordre de cette permutation. Alors, ça a dû vous prendre un certain temps, parce que c'est un petit peu longuet, de suivre les orbites, elles sont assez longues. 1 va sur 2, qui va sur 4, etc. Et on voit que 1 est dans une orbite un cycle de longueur 10. Et en fait, on a comme ça 3 orbites de longueur 10 et une orbite de longueur 2. Donc, on prend le PPCM, et le PPCM, c'est 10. Donc, ça veut dire qu'il faut faire 10 fois ce mélange en mitraillette pour revenir à l'ordre initial. Bon, parfait. On peut se demander, et si on prend maintenant un jeu de 52 cartes, est-ce que c'est toujours 10? Alors, je ne vais pas vous demander de le faire, ce serait quand même un peu cruel, parce que c'est un petit peu long, parce qu'en en fait, c'est une seule très grande orbite de 52 éléments. En fait, le mélange de Faro avec 52 cartes, c'est une permutation circulaire. Donc, ça, c'est assez un petit peu étonnant. Donc, il faudrait le faire 52 fois. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont assez habiles pour faire ça, pour revenir à la position initiale. Alors, c'est un peu curieux. Donc, pour 32 cartes, ça fait 10 fois. Pour 52 cartes, c'est 52 fois. Est-ce qu'il y a une logique derrière tout ça? Alors, avant de parler de logique, on va essayer déjà de montrer qu'on peut le calculer de manière un peu plus simple que de décomposer en orbite. En fait, si on prend le cas général, donc on a un paquet de un nombre pair de cartes hein, pour faire ça. Donc, j'ai un entier n qui est pair, donc il s'écrit 2 fois k. Et vous voyez que la permutation de Faro, elle va doubler, ce qu'on a déjà remarqué, tous les entiers qui sont plus petits que K, c'est-à-dire qui sont la première moitié du paquet. Et pour ceux qui sont dans la deuxième moitié, eh bien, si vous réfléchissez un petit peu, euh, on peut l'écrire comme j'ai écrit ici, ou on peut l'écrire comme je l'ai écrit en dessous. Peut-être c'est un peu plus simple. On double et on enlève n plus 1. Donc, par exemple, si je prends ici 17, je le double,
ça fait 34, et j'enlève 33, ça fait 1. Ici, vous voyez 18, je le double, 36, et j'enlève 33, ça fait 3, et ainsi de suite. Donc la formule est la suivante, hein, les nombres compris entre 1 et k, donc ici entre 1 et 16, sont doublés, et les nombres qui sont au-dessus, on les double et on enlève 33. 33, c'est quoi? C'est 32, le nombre de cas qu'il y a en tout, plus 1. Et finalement, les deux cas, on peut les mettre ensemble si on connaît les congruences. Bon, j'espère que c'est le cas, ça se voit au lycée. Sinon, là encore, vous allez devoir prendre ça comme de la poésie. Donc, les congruences, ici, sont bien pratiques, puisque la permutation de Faro, finalement, elle s'écrit comme, de cette façon très simple, phi de m, c'est 2m modulo n plus 1. Ah, et donc là, on voit que c'est beaucoup plus simple de savoir, de calculer de cette façon au bout de combien de fois je vais revenir à l'identité, c'est-à-dire à la permutation qui laisse tout le monde en place. Parce qu'on va doubler, 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 modulo n plus 1, donc on va mettre 2 à la puissance k, la puissance, enfin j'ai déjà un k, donc la puissance p, on va mettre 2 à la puissance p, et on va chercher le plus petit p, tel que 2 puissance p est égal à 1, c'est-à-dire on est revenu à la permutation qui multiplie par 1, qui laisse tout le monde à sa place. Vous voyez, par exemple, donc bon, alors ça c'est une façon un peu compliquée de le dire, mais ça revient à la même, c'est finalement que l'ordre de cette permutation de Faro, c'est l'ordre de 2 dans le groupe des inversibles de z sur m plus 1z. Alors, par exemple, modulo 33, 2 puissance 1 ça fait 2, 2 puissance 2 ça fait 4, etc. 2 puissance 5 ça fait 32, mais 32 c'est moins 1 modulo 33. Vous voyez, après j'ai moins 1, je vais multiplier par 2, ça va faire moins 2, etc. Moins 2, moins 4, machin, et je vais arriver jusqu'à moins 32. Et moins 32, c'est 1, modulo 33. Et moins 32. Donc ça, c'est quand je serai à 2 puissance 10. Donc vous voyez que l'ordre de 2 dans z sur 33z, c'est 10, parce qu'il faut mettre 10 à la puissance, 2 pardon, à la puissance 10 pour revenir sur 1, modulo 33. Et on voit que c'est plus facile comme ça de montrer que eh bien, cette permutation est bien d'ordre 10. Et maintenant, vous pouvez essayer modulo 53, donc avec un jeu de 52 cartes. Eh bien, vous faites 2 puissance 2, puissance 3, etc. Et vous allez voir qu'il faut le faire 53 fois. Alors ça fait pas des nombres énormes, parce que comme vous êtes modulo 53, vous ramenez les choses toujours entre 0 et 53, entre 0 et 5. Donc c'est pas, ça fait pas des calculs trop compliqués. Et on se rend compte comme ça que ben, c'est 2 puissance 53 qui vaut 1. C'est la première puissance de 2 qui vaut 1, c'est 2 puissance 53. On dit que 2, c'est une racine primitive modulo 53. Et c'est, là encore, un problème difficile. Il n'y a pas de formule pour savoir si un entier est une racine primitive, modulo un nombre premier, 53 c'est un nombre premier. Et il y a des conjectures là-dessus. On conjecture qu'il existe une infinité de nombres premiers qui sont comme 53, c'est-à-dire tel que 2 est une racine primitive. Alors c'est une conjecture qui s'appelle conjecture d'Artin, je crois. Et vous voyez, c'est une conjecture de théorie des nombres, on arrive à ça simplement en se demandant combien de fois je vais devoir mélanger mon paquet de cartes en mitraillette pour revenir au point de départ. Donc je trouve que cette théorie des permutations est assez fascinante, puisque des questions extrêmement simples qu'on peut se poser vraiment, même sans aucune technique, sans avoir étudié les mathématiques, eh bien, conduisent vraiment à des mathématiques profondes. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera envie d'aller d'en savoir un petit peu plus. C'était le but de cette vidéo, et je vous retrouve bientôt, je l'espère.